En cas de myélodysplasie, cette usine que constitue la moelle osseuse est malade. Ce sont les cellules de la lignée myéloïde qui sont touchées. Cela provoque un défaut de fabrication à la fois en quantité et en qualité des différentes familles qui composent le sang. La maladie peut affecter soit la famille des globules rouges, soit celle des plaquettes, soit celle des globules blancs, mais elle peut aussi concerner plusieurs familles en même temps. Les cellules malades sont essentiellement les cellules intermédiaires immatures de la lignée myéloïde, appelées blastes ou cellules progénitrices. Les blastes myélodysplasiques sont reconnaissables au microscope à des défauts de structure. Ils s'accumulent dans la moelle osseuse ou meurent sur place et ne sont plus capables de fabriquer les cellules sanguines normales. La conséquence de cette maladie est que le sang contient un nombre anormalement bas de cellules sanguines circulantes. Cela s'appelle une cytopénie. Le plus souvent, en cas de myélodysplasie, c'est le taux de globules rouges qui est faible. On parle d'anémie. Le manque d'oxygène dans notre organisme est alors responsable de fatigue et d'essoufflement. Quand ce sont les plaquettes qui font défaut, c'est la thrombopénie qui provoque saignement et ecchymose ou bleu. Quant à la neutropénie, elle correspond à une atteinte de la lignée des globules blancs. Leur insuffisance conduit à un risque élevé d'infection. L'anémie, la neutropénie ou la thrombopénie sont donc responsables des symptômes ressentis. L'hémogramme, appelé numération formule sanguine, permet de mesurer dans le sang ces cytopénies. L'évolution au fil du temps est liée à la difficulté de la moelle osseuse à fabriquer des cellules normales. C'est un processus lentement progressif qui peut s'étaler sur une longue période de temps, dominé par les problèmes liés à l'anémie, et la maladie peut rester à ce stade. Dans certains cas, cependant, la maladie est plus agressive et le nombre de blastes malades peut augmenter de façon anarchique, en touchant toutes les familles du sang. Les symptômes, c'était tout simplement une profonde fatigue, mais vraiment qui n'était pas forcément justifiée. Et puis, j'avais des bleus. Et c'est une amie qui est infirmière qui m'a dit « Oui, je te fais une prise de sang ». Et comme elle avait tendance à me le répéter, pour avoir la paix, j'ai fait une prise de sang. Voilà. Je venais de finir un chantier. Je faisais comme d'habitude, 11 heures par jour. Et puis je me suis mis à suer. Au docteur, ils m'ont dit au labo, puis au labo, aux urgences. Ils m'ont dit tout de suite « Asseyez-vous, vous allez tomber ». Je lui ai dit « Vous êtes venu comment avec ma voiture ?» Il m'a dit « Vous êtes malade ?» Je lui ai dit « C'est pour ça que je viens ». Mais il dit, c'est pas ça, c'est que vous pouvez faire un malaise avec le taux que vous avez. J'avais plus que 6,2 d'hémoglobine. Pour faire le diagnostic, il suffit de 2 examens dans 99% des cas. Le premier, c'est la numération formule sanguine, qui met en évidence une ou plusieurs baisses des différentes lignées, et la ponction sternale, qui permet d'affirmer le diagnostic de myélodysplasie. Pour diagnostiquer cette maladie, une prise de sang peut nous donner quelques idées. Il y a une anémie, il y a une thrombopénie, donc le manque de plaquettes, manque de globules blancs. Pour confirmer ce diagnostic, le médecin réalise un autre examen appelé myélogramme. Pour cela, une ponction de moelle osseuse est effectuée soit au niveau du sternum, soit au niveau de la crête iliaque. Alors, c'est la salle dans laquelle on va faire votre ponction. On va prendre le moelle. Le premier prélèvement va partir pour la cytologie. On va donc déterminer au niveau de ces frottis le pourcentage de blastes, mais aussi évaluer l'existence de signes de dysplasie. En complément de ces examens, pour déterminer l'évolution de la maladie et faire le choix du traitement, les cytogénéticiens analysent le karyotype. Grâce à ça, nous pouvons mettre en évidence, lorsqu'elles existent, des anomalies des chromosomes qui nous permettront principalement d'établir, dès le diagnostic, le pronostic théorique qu'on appelle le score IPSS. Après l'étude des cellules des malades par le frottis, l'étude des chromosomes par le karyotype, de nouvelles techniques comme les puces à ADN font leur apparition et permettent d'aller encore plus loin, c'est-à-dire au niveau des gènes. C'est un outil de recherche qui va nous permettre d'aller rapidement sur des gènes cibles, non connus actuellement, et idéalement le développement de thérapeutiques ciblées beaucoup plus adaptées à ces pathologies.